Nous avons calculé les coefficients de la série de Fourier et nous avons vu dans l'exemple que j'ai réalisé avec vous sur l'application Excel comment on a retrouvé l'expression de notre signal original en respectant la formule que nous avons obtenue grâce à la série de Fourier. Alors maintenant, on reste toujours dans le contexte temporel, c'est que la décomposition temporelle du signal S de t donne des coefficients multipliés par des cosinus qui dépendent du temps. Pour passer au spectre, ici, plutôt que de regarder le signal tel qu'il est décomposé, on va le transformer en faisant quelques considérations. C'est que si on fait une lecture de l'expression générale, S de t égale A0 plus la somme des AN cosinus n oméga t plus Bn sinus n oméga t. Et donc, tout pourra être vu de manière à ce que les cosinus et les sinus peuvent représenter des éléments de base. C'est-à-dire c'est comme si vous avez une base géométrique, par exemple un référentiel IJ, où le cosinus sera représenté par le vecteur unitaire I, et le sinus aussi va être représenté par le vecteur unitaire J. Comme ça, on peut réécrire l'expression de S de t, d'accord? Donc ça sera ANI, par exemple, plus BNJ. Et donc on fera une représentation vectorielle en fonction des paramètres AN et BN. Donc comme je viens de le dire, le vecteur par exemple SN, d'accord? Sn maintenant qui va dépendre de f puisque nous avons détruit la notion du temps avec le cosinus, donc dans l'expression. Le cosinus, quel que soit n oméga t, a une amplitude de 1 puisqu'il est pris par analogie comme un vecteur unitaire. Donc le cosinus, l'amplitude du cosinus c'est 1, l'amplitude du sinus c'est 1, et donc il vous reste les coefficients an et bn qui étaient déjà multipliés par i et j respectivement. Et donc pour dessiner l'amplitude d'un vecteur correspondant à une décomposition de vecteurs selon la base ij, donc vous avez, donc comme vous connaissez, c'est la racine de x carré plus y carré. Donc ici, ça sera Sn, d'accord, d'ordre, donc puisque nous avons plusieurs coefficients an, bn, c'est-à-dire a1, b1, a2, b2, a3, b3, etc. Et donc ça sera S1 égale la racine de a1 au carré plus b1 au carré, S2 la racine de a2 au carré plus b2 au carré. Et donc voilà, donc dans notre exemple, il est évident que le Bn est nul, donc nous n'aurions qu'une série de S qui dépendent uniquement des AN. Voilà. Donc si l'on revient ici, bon, ici je corrige rapidement parce que j'ai laissé les signes négatifs dans les A, donc dans les AN. Donc je corrige rapidement, je vais m'excuser. Voilà. Donc, parce que plutôt voilà, donc le AN ça sera puisque c'est la racine plutôt en Sn. Voilà, vous avez Sn c'est la racine de AN en cas, c'est-à-dire la valeur absolue de AN qui est toujours positive. Et là, donc on représente les AN, voilà, A0, A1, A3, A5, correspondant aux fréquences F0, c'est-à-dire 0, ici F1, F3, voilà, A0 c'est F qui correspond à F égale à 0, A1 ça correspond à F, A3 ça correspond à 3F, d'accord? Donc si vous revenez sur la formule du cosinus, vous allez trouver c'est 3 fois F. A5, c'est l'indice 5, c'est-à-dire 5 fois F, bon, avec F égale à 1. Donc si vous vous rappelez, nous avons une fonction avec une période t égale à 1. Et donc une fréquence de 1 Hz. Et donc là, on retrouve, bien, nous avons construit notre spectre du signal qui donne une information en fonction de la fréquence. Donc si vous voulez faire une lecture de ce graphe, vous avez
à la fréquence 0, donc ici vous avez le coefficient A0 qui correspond à la valeur moyenne de votre signal, donc ça ne rentre pas dans l'analyse spectrale. Ici, ce qui est important, c'est voir la première amplitude, qui vient tout juste après et qui est très importante. Donc, qui vient juste après, c'est la fréquence 1 Hz, et là, vous avez un pic, vous avez un pic de spectre à 0,4 et de la poussière. Voilà, donc ça s'appelle la fréquence principale. Et puis les autres fréquences qui viennent après, qui ont une amplitude inférieure à l'amplitude de la composante à f égale à 1 Hz, sont appelées des harmoniques. Voilà, donc là ici, donc, comme vous voyez, vous avez décomposé votre signal, vous avez fait une analyse du spectre pour voir quelles sont les fréquences qui sont cachées dans votre signal. Donc vous avez une fréquence de 1 Hz, vous avez une composante aussi non négligeable à 3 Hz, à 5 Hz et 7 Hz, ça commence, les coefficients AN commencent vraiment à perdre de leur poids dans le spectre. Donc vous pouvez dire que vous avez 4 fréquences qui sont cachées dans votre signal. Voilà, donc ça c'est la décomposition en série de Fourier qui concerne, donc je le répète, qui concerne uniquement les signaux périodiques. Que se passe-t-il maintenant si votre signal n'est pas périodique? Voilà, donc dans le cas d'un signal qui n'est pas périodique, c'est-à-dire que généralement, on fait tendre la période à l'infini. Comme ça, le signal ne se répète plus. Voilà, donc il a une période infinie. Là, le développement en série temporelle de Fourier ne peut pas s'appliquer. Donc là, il faut faire attention. Donc, il faut faire plutôt appel à la forme généralisée de la série de Fourier, qui est la transformée de Fourier, qui s'annonce comme suit. Donc pour transformer un signal du temps vers la fréquence, donc le spectre qui dépend de la fréquence a une expression, c'est l'intégrale sur tout le domaine temporel du signal multiplié par une exponentielle de moins j de pi ft, et vous intégrez sur tout le temps. Sinon, vous avez la possibilité de voyager depuis l'espace des fréquences vers l'espace temporel. Et là, vous faites une transformée de Fourier inverse. C'est-à-dire que vous regagnez un signal temporel à partir d'un spectre de fréquence en faisant une intégration et en multipliant par une exponentielle de plus j de pi ft. Donc, vous faites attention au signe. Temps fréquence moins j de pi, fréquence temps plus j de pi. Et donc là, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. J'ai pris le soin de changer un petit peu, d'accord, de changer un petit peu la forme de la fonction. Nous resterons toujours donc sur une fonction triangulaire, mais dont le sommet coïncide avec le 0. Donc je suis parti sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. De moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2. Donc, dans le premier intervalle, vous avez une expression 2t sur t plus 1, et dans l'autre intervalle, vous avez moins 2t sur t plus 1. Donc, tout ça dans l'objectif d'avoir une fonction qui est symétrique par rapport à 0. D'accord? Et comme ça, on va profiter du fait que si la fonction est paire, tous les coefficients imaginaires du spectre seront nuls. Donc remarquez, très bien, si on revient sur l'expression du spectre, donc nous multiplions toujours par une exponentielle de moins j de pi ft, qui a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc il est connu que le spectre d'un signal pair c'est une expression réelle, et le spectre d'un signal impair est une expression imaginaire. Donc on va juste se contenter, parce que l'objectif c'est pas de faire vraiment une étude étendue des cas où nous avons ni pair ni impair, mais plutôt c'est juste pour vous montrer quelle sera la différence avec la décomposition en série de Fourier. Donc nous avons, donc ici vous faites attention, ce n'est pas une fonction périodique, juste elle est définie, d'accord, elle est définie sur l'intervalle, et puis elle s'annule ailleurs. C'est-à-dire que nous avons un seul triangle qui est compris entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc notre intégrale,
ça va être donc sur tout le domaine de moins l'infini, normalement c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici, je vous laisse le soin de corriger. Et puis, tout calcul fait, de moins t sur 2 à t sur 2, vous obtenez un t sur 2 sinus cardinal au carré. Donc je rappelle le sinus cardinal de x de façon générale, c'est sinus x sur x. Donc vous obtenez cette expression. Je vous laisse le soin de refaire le calcul afin d'aboutir au même résultat. Et donc voilà, vous avez votre spectre. Ah, donc ici, ça ne ressemble pas au spectre de tout à l'heure, mais néanmoins, il peut donner quelques informations. Donc, si vous voyez très bien, nous retrouvons un pic, le maximum de notre valeur à 0,5. Donc, c'était comme, si vous vous rappelez, du spectre de la série de Fourier. L'arrêt qui a la valeur maximale était à la fréquence 0. Alors, en revanche, nous n'avons pas d'informations sur la fréquence fondamentale, parce que ici, c'est un spectre continu. On ne peut rien avoir. Mais vous pouvez voir que, par exemple, vous avez quelques petits pics. Donc, le sinus cardinal, vous avez le premier pic qui est autour de 0. Et ensuite, vous avez le deuxième pic qui vient à la fréquence, si vous voyez bien, à la fréquence 3. Ça, c'est le A3. Vous vous rappelez bien. Donc, vous avez le A0 qui est A0. Vous avez le A1 qui est A1, mais il n'apparaît pas ici. Et vous avez la première harmonique A3. Celle qui vient après, le petit pic qui vient juste à droite, c'est à 5 Hz. Donc, si vous pointez sur 5 Hz, vous avez une petite élévation de la courbe. Ça correspond au coefficient A5. Et puis, vous avez votre A7. Et puis, le spectre commence à s'annuler quand la fréquence augmente à partir de la valeur 7. Et donc ça permet d'avoir quelques informations. Donc, votre spectre permet d'avoir quelques informations sur l'évolution des fréquences ou bien des composantes avec les fréquences, mais là, je répète, on n'a aucune information. Et là, ici, on n'a ni cosinus, ni sinus, ni AN et ni BN. On n'a qu'un spectre qui donne certaines informations sur les harmoniques. Voilà. Et donc, c'est ça le malheur des signaux qui ne sont pas périodiques, quoique on a toujours affaire à rencontrer généralement des signaux qui sont quasiment périodiques. Et là, on bascule plutôt vers l'analyse en série de Fourier plutôt qu'un spectre général de ce sens. Voilà. Donc, pour récapituler l'histoire du spectre, donc, vous avez deux cas. Quand vous avez un signal qui est périodique, donc vous appliquez votre analyse de Fourier, c'est-à-dire vous décomposez en série de Fourier, et là vous avez votre spectre qui est parfait. Vous avez les valeurs des coefficients en fonction des fréquences. Mais quand il s'agit d'un signal qui n'est pas périodique, là vous avez affaire à un spectre qui est continu, qui néanmoins donne quelques informations de quelques valeurs en fonction de la fréquence, du spectre en fonction de la fréquence. Voilà, donc jusqu'ici, j'aurais terminé avec l'aspect mathématique du spectre. Néanmoins, on va utiliser le spectre pour la suite du cours, c'est-à-dire quand on va traiter le spectre du signal échantillon. Donc, pour le moment, nous avons vu quelles sont les opérations mathématiques de l'échantillonnage, le produit de convolution, le spectre, c'est-à-dire qui nous a ramené à énoncer la transformée de Fourier et la série de Fourier. Maintenant, ce petit passage concerne uniquement les propriétés de la transformée de Fourier avec le produit de convolution. Donc, si j'ai une fonction y de t qui est égale au produit de convolution de f à g, la transformée de Fourier de y, c'est-à-dire la transformée de Fourier du produit de convolution, égale au produit des transformées de Fourier. Donc, vous voyez très bien, transformée du produit de convolution égale le produit des transformées de Fourier de chaque fonction à part. C'est un produit ordinaire. Donc ici, je vous laisse une petite démonstration, vous pouvez la vérifier vous-même, qui montre comme quoi la transformée de Fourier du produit de convolution égale le produit de transformée de Fourier.
De la même manière, je ne vais pas entrer dans les calculs, nous montrons l'inverse, c'est-à-dire la transformée de Fourier du produit ordinaire égale le produit de convolution des transformées de Fourier de chaque fonction. Donc, c'est des paramètres très importants que nous allons utiliser par la suite dans l'analyse du spectre du signal échantillonné. Ce qui nous amène en effet à ce que je viens de dire. Voilà. Donc l'échantillonnage, comme on rappelle, revient à multiplier notre signal par le pénis de Dirac. Donc l'expression SE de t, c'est-à-dire là je fais référence au signal échantillonné en fonction du temps, égale S de t multiplié par la fonction pénis de Dirac. Alors maintenant, si je veux voir ce qui se passe au niveau de la transformée du signal échantillonné, je calcule la transformée de SE de t, ce que je vais appeler SE de f, égale, donc si vous remarquez, signal échantillonné égale produit ordinaire, transformée de Fourier, ça sera la transformée de Fourier de S de t qu'on appelle S de f, on vient le voir tout juste avant, convoluée à la transformée de Fourier du peigne de Dirac. Or, la transformée de Fourier du peigne de Dirac temporel égale à FE fois un peigne de Dirac fréquentiel. Je ne vais pas entrer dans les détails du calcul, c'est une propriété que vous pouvez prendre, ce n'est pas l'objectif du cours. Voilà, donc si je reviens au calcul, voilà, le spectre échantillonné de f égale à S de f convolué à la fonction de Dirac. Que vaut le produit de convolution? C'est l'intégrale, si vous vous rappelez, de S de taux, delta de t moins taux, des taux. Donc ici, quand je parle de taux, c'est le U. Donc ici, vous pouvez voir, si vous suivez minutieusement le calcul. Et donc, on peut convertir intégrale et somme, puisqu'ils sont indépendantes l'une de l'autre, pour avoir une somme de l'intégrale de S de U multipliée à la fonction de Dirac prise à l'instant f moins nfe moins u. Et donc, qui n'est autre que, si vous vous rappelez, S de taux fois Dirac de t moins taux, c'est S de t, tout court. Ça, c'est le produit de convolution de S. Donc, je vous prie bien de faire, donc, de revenir sur les diapos d'avant afin de vérifier cette valeur. Donc, si vous vous rappelez, nous avions S de t égale l'intégrale de S de taux Dirac de t moins taux. Donc là, on retrouve comme quoi le spectre échantillonné de f égale à f de e multiplié par une somme de spectres. Donc si vous voyez très bien, f de e égale la somme de S de f moins nfe. C'est-à-dire que si n égale à 0, vous avez fe fois S de f. Donc vous avez fe multiplié par S de f plus fe multiplié par S de f moins fe plus fe multiplié par S de f moins 2fe et ainsi de suite. Donc vous avez une superposition de plusieurs spectres qui sont équidistants l'un de l'autre avec un multiple de la fréquence fe. D'accord ? Voilà. Et donc, si on revient avant, c'est-à-dire quand j'ai fait une analyse spectrale de la fonction triangle qui n'est pas périodique. Quel était le spectre? C'était le fameux sinus cardinal au carré. Maintenant, si je commence à échantillonner ce signal, quelle est l'expression qu'on vient de trouver? S de E égale FE fois la somme, c'est-à-dire la superposition de plusieurs spectres qui sont équidistants l'un par rapport à l'autre par la fréquence FE. Et donc, ça c'est S de F à n égale à 0, plus S de F à n égale à 1, plus S de F à n égale à 2, et ainsi de suite. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de ce qu'on appelle un dédoublement de spectre. Notre spectre est dédoublé. Donc, vous faites la différence. Quand j'ai un signal qui n'a pas été échantillonné, j'ai qu'un seul spectre. Quand j'effectue un échantillonnage, j'ai une multiplication de spectres.
Donc mon spectre est multiplié. Et bien là, ça va poser un problème parce que je vais me retrouver avec un spectre qui contient de nouvelles informations. Rappelez-vous la fonction triangle que j'ai prise. Elle avait une fonction, si vous vous rappelez, fondamentale, première harmonique, autour de combien? C'était en cours, à 3f. Alors maintenant, si j'analyse le nouveau spectre que j'ai obtenu, j'ai une amplitude maximale à la fréquence 0 et une fréquence fondamentale à 3. Mais avec le dédoublement, je retrouve de nouvelles fréquences. 0 plus FE, Fmax plus FE. 0 plus 2 FE, Fmax plus 2 FE. Donc j'ai de nouvelles composantes qui sont rentrées dans mon signal. Et ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que si mon signal avait par exemple 3 fréquences fondamentales, donc par exemple, je propose ce problème. Supposons